Hey, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Comment allez-vous? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés. Je reprends cette chaîne et pour commencer, eh bien, on va commencer par une FAQ, foire aux questions. Je vous ai demandé la semaine dernière de me poser vos questions par rapport au trading, à l'entrepreneuriat, à l'école, à mon parcours, etc. Donc, je vous propose de nous installer. On est ici, peut-être que vous ne reconnaissez pas, puisque c'est la première fois que je vous montre ce décor. On est ici, je suis en direct de Paris. Je suis actuellement dans un Airbnb. Alors, attendez, je vais vous installer tranquillement. Et puis on va pouvoir commencer ensemble à répondre à vos questions. Il y a pas mal d'interrogations qui ont été posées et j'avais envie de revenir avec vous. On va commencer par cette première question déjà. Alors c'est pas une question qu'on m'a posée ou même on me l'a posée mais j'ai pas screené la question. C'est qu'est-ce que tu fais en ce moment? Où es-tu et pourquoi tu es à Paris? Alors je vais vous répondre très simplement. Ça fait maintenant depuis 2 mois que je suis à Paris. Ça fait 2 mois, je vis actuellement dans le 11e arrondissement et je suis actuellement dans un Airbnb en attendant de trouver un vrai appartement. Donc j'aménage à Paris. C'était pas prévu, blablabla, etc. La vie a fait que j'ai quitté Genève. J'ai passé 6 mois à Genève. C'était vraiment un super moment. J'ai énormément aimé la Suisse de manière générale. Alors, je sais que dans les commentaires, ceux qui sont de Suisse et qui ne sont pas de Genève vont dire « Oula, tu parles de Genève en tant que Suisse, calme-toi un petit peu. » Oui, effectivement. Mais bref, en tout cas, pour l'instant, de la Suisse, j'ai visité Genève et Engelberg. Et franchement, je suis tombé amoureux de ces 2 villes. Vraiment un pays exceptionnel avec des super mentalités, des superbes personnes. Voilà, en clair, honnêtement, ça a été une superbe aventure. Mais cette aventure a pris fin et on a commencé en tout cas une nouvelle ici à Paris. Première question donc de la part de Yannick qui me la pose. Et vous avez été énormément nombreux à me la poser. À quel moment sortira la nouvelle formation initialement prévue le 25 mai? Alors, je vais vous en parler pendant 5-6 minutes quand même pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé par rapport à cette formation-là. Et puis ensuite, vous verrez qu'il y aura des questions plus intéressantes de trading, d'entrepreneuriat, etc. Effectivement, la formation devait sortir en mai, voire même fin juin. Et elle sort cette semaine finalement. Pourquoi il s'est passé autant de temps? C'est tout simple, en fait j'ai refait l'intégralité de la formation ICT, j'ai tout refait. En fait, il s'avère que au moment où vous voyez cette vidéo, on a déjà passé la barre des 50 000 abonnés. Et pour moi, c'est un énorme chiffre. Et de manière très honnête, je ne pouvais pas garder le type de contenu par rapport à mon audience. Vous savez que quand l'audience augmente, on a de plus en plus de responsabilités. En tout cas, c'est comme ça que moi je le perçois. Plus vous venez sur ma chaîne et plus j'ai des responsabilités de faire des vidéos mieux tournées, plus qualitative et d'approfondir finalement les sujets sur lesquels je vais traiter. Donc il était pour moi important de remettre en question tout ce que j'avais fait jusqu'ici, pas de dire c'était nul ceci cela, mais c'est juste de dire est-ce que la formation aujourd'hui que j'ai proposée ces 3 dernières années est encore d'actualité? Et la réponse était non. C'est pour ça qu'à partir de là, j'ai décidé de tout refaire. Que ce soit l'initiation, que ce soit la formation, que ce soit le tarif, que ce soit notre méthode de communication. J'ai tout changé, ou même je dirais plus, j'ai tout amélioré pour pouvoir aider au plus possible mes étudiants actuels comme mes futurs étudiants, et vous peut-être qui regardez cette vidéo. Encore une fois, pour moi, il était super important de remettre en question parce qu'encore une fois, j'estime que j'ai une responsabilité envers vous au message que je renvoie. Avec le confinement, il aurait été extrêmement simple de sortir une nouvelle formation libre à tout le monde. Ça aurait été très simple de faire beaucoup d'argent si c'était vraiment mon objectif. Mais non, j'ai préféré restreindre, prendre 100 personnes uniquement et travailler avec ces 100 personnes pour, d'une part, tourner toute la formation en live, c'est ce qu'on a fait,
modifier avec vos retours, ajouter des petites choses, faire des mises à jour régulières. Donc voilà, pendant 5 mois, l'école a été fermée et il fallait que je travaille sur le nouveau programme, il fallait que je travaille finalement sur qu'est-ce que je voulais avoir comme vision. Si on parle d'un point de vue entrepreneurial, qui m'est finalement venu à la tête, hein, c'est-à-dire que j'ai donné des cours, j'ai partagé ma vision, l'école a augmenté, a pris beaucoup d'ampleur et là je me suis dit merde, qu'est-ce que je fais? J'ai créé une école, ça a bien fonctionné, bah maintenant il faut quand même que j'ai une démarche entrepreneuriale pour que l'école tienne la route et que je puisse quand même satisfaire mes étudiants, avoir du temps pour moi, avoir du temps pour mes proches, etc. etc. Donc ça a été vraiment une grande démarche qui a pris beaucoup de temps. Et pour moi, ça me paraissait être le move, le pas le plus honnête de juste fermer l'école et de prendre du temps pour moi à réfléchir sur qu'est-ce que j'ai envie vraiment de vous proposer. Encore une fois, ça aurait été très simple de faire une formation toute basique. Je vous vends ça à très peu cher. Le confinement, tout le monde était chez soi. J'aurais accumulé beaucoup d'argent, mais bref, ce n'est pas l'objectif, en tout cas, de ce que j'entreprends déjà depuis 8 ans. Si vous me suivez depuis maintenant un bon bout de temps, vous le savez très bien. Vous allez peut-être me voir suer au fur et à mesure de cette vidéo. C'est normal, hein. Je pense que vous avez vous aussi vécu une ou deux dernières semaines de forte chaleur, on fait comme on peut. Deuxième question de la part de Alexis qui nous dit: salut Brahim, bon retour sur YouTube, merci à toi. Que voulais-tu faire avant le trading? Quels sont tes hobbies et as-tu des amis à l'étranger ou plutôt en France? Alors, pour commencer, que voulais-tu faire avant le trading? Écoutez, je voulais faire tout ce qui est en rapport avec le commerce, avec le business. J'ai toujours aimé acheter, vendre. Déjà au lycée, j'achetais des petites choses, je les revendais au lycée. Déjà au collège, j'achetais des petits bonbons en paquet et je les revendais à l'unité. J'ai fait énormément de business, de commerce, si vous voulez, d'achat-revente. Et c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Non pas que j'aime faire de l'argent, mais j'aime trouver des manières intelligentes et toujours bien sûr éthiques de faire de l'argent. Et ça a toujours été une passion. Maintenant, si tu veux vraiment savoir qu'est-ce que je voulais faire au début, alors au tout début, quand j'ai quitté donc l'école à 17 ans, j'ai voulu me lancer dans le jeu vidéo. J'ai voulu être joueur professionnel. À l'époque, c'était très peu connu. Les joueurs de jeux qui aujourd'hui sont des superstars pour notre génération, n'étaient pas encore, si vous voulez, médiatiquement exposés et gagnaient pas autant de sommes aujourd'hui. Donc j'ai voulu jouer et puis ma mère, naturellement, qui m'a vu quitter l'école à 17 ans, s'est dit t'as pas quitté l'école pour jouer aux jeux vidéo. Il n'y avait pas encore cette dimension de faire du streaming, de faire de la compétition internationale, etc. Pourtant j'avais un bon niveau, j'ai commencé à jouer en semi-pro et malheureusement j'ai dû arrêter. Aujourd'hui, les joueurs qui sont très bons et qui font encore du jeu vidéo gagnent vraiment énormément d'argent. Et puis ensuite, je me suis dit, bon, eh bien, je vais me lancer dans un BTS. Je vais me lancer dans un BTS commerce international parce que j'avais encore une fois envie de travailler dans le commerce. Donc, notamment, j'étais intéressé pour travailler dans tout ce qui est import-export, peut-être de type import-export maritime, via des sociétés comme DHL, UPS. J'avais vraiment beaucoup managé les choses et j'ai fait cette première année de BTS qui, au final, a été un échec puisque je n'ai pas continué, puisque c'est à ce moment-là que le trading a pris. Pour faire très court, ce qui s'est passé, c'est que BTS commerce international, donc faire du commerce, j'ai rejoint un groupe, je le faisais à distance par le CNED. Il s'est passé que j'ai rejoint d'une certaine manière le groupe Facebook des étudiants du CNED du BTS commerce international et j'ai commencé à troquer tous les cours et les devoirs de l'année. Donc en gros, comme vous avez par le CNED, c'est les cours à distance, vous recevez tous vos contrôles écrits en fait de l'année d'un coup et vous devez les envoyer à telle date. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait toute la liste de tous les étudiants du CNED qui faisaient ce cursus comme moi et je leur ai dit voilà, si tu me donnes ce devoir là, je te donne le devoir numéro 6, si tu me donnes le devoir numéro 7, je te donne le devoir numéro 2 et ce qui fait qu'au bout de 3 mois, j'avais fini le BTS et j'ai complètement oublié que je le faisais parce que c'est à ce moment-là qu'en fait que le trading a explosé pour moi, c'est à ce moment-là que j'ai pu enfin avoir des bureaux, rejoindre une équipe, j'ai pu devenir numéro 1 français sur ZuluTrade. Il s'est passé beaucoup de choses cette année et comme dans ma tête, je me suis dit BTS commerce international, j'ai fait du commerce avec les autres, j'ai fait du troc, j'ai réussi à avoir tous les devoirs et ça m'a tellement passé par la tête que j'ai oublié que je faisais un BTS, je n'ai pas envoyé les devoirs, je les avais tous sur une clé USB, mais je n'avais pas envoyé les devoirs. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai redoublé l'AD et j'ai jamais continué le BTS. C'est une histoire assez folle, mais c'est quand même la réalité. Donc voilà, j'ai essayé de faire des études, j'ai
toujours pas réussi, hein, comme d'habitude. Et à partir de là, c'est le trading qui a pris son rôle en main. Donc je voulais vraiment faire une étude dans le BTS Commerce International. Aujourd'hui, si, imaginons, le trading s'arrête pour moi, c'est-à-dire que si je suis plus rentable et que l'école ne marche plus, j'aimerais beaucoup être analyste financier chez un broker, par exemple, comme IFXCM, DailyFX, IG, etc. J'aimerais beaucoup travailler, en tout cas, en tant qu'analyste financier, parce que au-delà du trading, l'analyse financière, c'est quelque chose qui me passionne énormément et que j'aime énormément en faire. Donc, ça serait analyste financier. Et dernière question de la part d'Alexis sur les amis. Est-ce que tu as plutôt des amis à l'étranger ou plutôt en France? Honnêtement, les deux, étant donné que plus jeune, c'est-à-dire vers entre 5 ans et 17 ans, je dirais, j'ai énormément voyagé de par ma famille. Et donc, chaque année, en gros, je changeais d'école. Donc, ce qui a fait que j'ai plusieurs amis à droite, à gauche, un peu partout dans le monde. Alors, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Je ne pourrais pas vous donner un avis là-dessus, mais c'est vrai que j'ai la chance d'avoir quand même des amis un peu partout. D'autres plus importants, d'autres moins importants. J'ai des amis sur Paris, des amis sur Angers, justement. J'ai un peu des amis partout, si on peut répondre à cette question, mais ça vient vraiment du fait que j'ai beaucoup voyagé quand j'étais petit. Troisième question de la part de Louis. En tant qu'autodidacte, quels sites clés t'ont aidé à maîtriser l'analyse technique et la bourse? Alors, clairement, déjà, bon, YouTube, hein, c'est clair et net, YouTube m'a beaucoup aidé. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de vidéos sur YouTube de trading comme on peut avoir maintenant. Aujourd'hui, vous tapez trading sur YouTube, il y en a plein. Alors, il y a des bonnes choses, comme clairement, vous voyez de quel type de genre de contenu je parle, il y a beaucoup de merde aussi. Les sites qui m'ont énormément aidé, alors à l'époque c'était Forexagone, qui n'est plus maintenant un site en tout cas d'apprentissage de trading. Donc il y avait Forexagone, il y avait ABC Bourse, il y avait Zone Bourse. Ces trois sites qui m'ont énormément aidé. Ces sites-là, vraiment, c'était une mine d'or dans le sens où il y avait tout un programme complet gratuit des bases et des fondamentaux du trading. Et ça, c'était super intéressant pour moi d'apprendre justement de la part de personnes qui partageaient ce type de contenu. Donc encore une fois, les deux sites que je vous recommanderais, Forexagone n'est plus un site d'apprentissage, c'est ABC Bourse et Zone Bourse. Ces deux sites-là m'ont énormément aidé. Après, je n'ai pas d'autres sites précis parce que à chaque fois que j'apprenais une nouvelle chose, j'allais sur Google, je tapais les mots-clés et je parcourais toute la page de tous les sites. Et ça me permettait d'avoir différents avis, différentes formes d'apprentissage, différentes formes d'écriture, etc., etc. Donc ce sont des sites qui m'ont énormément aidé. Il y a bien sûr des vidéos de Tammy Kabash qui m'ont énormément aidé. Et le dernier site qui n'est pas vraiment un site mais qui est plutôt un forum. Alors sans vous cacher, j'ai jamais été traîné quand j'ai commencé le trading là-dessus. Et je le regrette, c'est le site de Andlil. Le site Andlil qui est donc l'ancien site de Benoît Rousseau qui appartient, je ne dis pas de bêtises maintenant, à ProAllTime, qui est quand même le plus gros forum de traders. Andlil, A-N-D-L-I-L. Je regrette de ne pas être passé sur ce forum beaucoup plus longtemps parce qu'il y a énormément d'échanges et je suis sûr qu'il y a énormément de choses intéressantes à apprendre en fait sur ce genre de forum. Donc c'est vraiment les trois sites que je peux vous recommander. Autre question de la part de Paul, penses-tu que l'on peut trader avec une tablette type iPad, donc ça exactement, ou Surface, car elles sont aujourd'hui très puissantes et peuvent être couplées à des écrans? Bon courage à toi pour la suite. Alors, très bonne question. J'avais déjà fait une vidéo sur est-ce que c'est intéressant de trader sur un téléphone. Spoiler, la réponse était non. Pour moi, le téléphone est un outil pour suivre ses positions, clôturer à la rigueur, etc. Mais pas pour trader de A à Z. Pour moi, un téléphone n'est pas assez complet en termes de plateforme de trading comme MT4. C'est pas assez complet pour faire de l'analyse technique, etc., etc. Maintenant, sur une tablette, c'est un peu plus évolué. Pourquoi? Parce que notamment, ça c'est une tablette, c'est un iPad que j'ai acheté depuis il y a 8 ans, il y a 7 ans. C'est un iPad peut-être 2e ou 3e génération. Je l'ai pris uniquement pour cette vidéo, je ne l'utilise plus. Par contre, je me souviens que clairement, la version de MetaTrader 4 sur l'iPad, elle est vraiment super belle. Elle est vraiment sympathique. Je vais vous mettre en même temps que je parle un screen de à quoi ça ressemble et regardez à quel point on peut avoir quand même du détail et de l'espace sur les graphiques. Donc personnellement, sur une tablette, c'est déjà plus intéressant. Maintenant, après, si on parle de Surface, donc les Surface Pro de Windows, ça déjà, c'est beaucoup plus évolué. En ayant déjà possédé une en 2019,
clairement, oui, la Surface Pro, c'est un PC finalement. Donc, ça fonctionne très très bien. Maintenant, si on doit parler d'iPad, je ne pourrais pas vous donner clairement d'avis. Je pense honnêtement que ça peut être possible parce qu'on est sur un iPad et qu'on a une surface plus importante et des applications qui sont un peu plus ergonomiques sur des grands écrans. Maintenant, sur les téléphones, non. Donc honnêtement, oui, on peut arriver à trader via un iPad ou via une Surface Pro, avec une grosse préférence quand même pour le Surface Pro. Maintenant, à toi de voir si tu as le confort nécessaire en plus des écrans. Mais comme tu as ajouté dans ta question, en plus des écrans, clairement oui. Si tu utilises ton PC comme moi je vais faire ici pour faire de l'analyse technique et ensuite passer sur de la tablette pour compléter tes analyses, faire du trading, etc. Honnêtement, oui, ça peut être extrêmement intéressant. Question suivante de la part de David. Salut Brahim, on aimerait savoir quel est ton capital de départ et après combien d'années de trading tu es devenu libre financièrement. C'est une question qui est revenue extrêmement souvent et c'est tout à fait normal, je le comprends. C'est vrai que ce n'est pas des choses dont je vais beaucoup parler sur ma chaîne YouTube parce que je n'avais pas forcément envie de laisser place aux chiffres. Vous savez très bien, vous tapez trading sur Google, sur YouTube, etc. Vous verrez plein de mecs qui vont dire moi je trade avec tant d'euros, je suis en Lamborghini, etc. C'était pas mon but. Mon but c'était vraiment que vous puissiez accrocher aux enseignements que j'ai envie de vous partager. Je sais, mais je vais le faire, je vais beaucoup plus partager là-dessus en fonction de combien je gagne en trading, quel est mon vrai capital de trading, etc. Mon capital, en tout cas de départ en trading, a été de 300 euros que j'ai craché une première fois. Ensuite, je suis revenu avec 500 euros, j'ai craché la moitié. Et ensuite, je suis revenu, je suis reparti, j'ai pris une pause et c'est là où j'ai débuté sur Zulu Trade. Zulu Trade qui est la plateforme où je suis devenu premier trader français à l'époque sur plus de 22 000 traders. Je vous ferai une vidéo complète sur mon parcours de trader pour que vous puissiez savoir qu'est-ce que j'ai fait en 8 ans. Et à partir de là, je suis parti avec un capital entre 1000 et 5000 euros. Voilà, pour pas donner un chiffre précis, entre 1000 et 5000 euros. Et combien de temps ça m'a pris pour être rentable, on va dire, et indépendant financièrement? Je dirais 4 ans. Alors attention, 4 ans, mais je suis autodidacte. C'est ça qui est important de noter. Je suis autodidacte. Je n'ai jamais suivi de formation en ligne. Et clairement, encore une fois, c'est un regret, mais j'avais pas les moyens pour le faire. Et dans ma tête, j'avais vraiment cette envie de réussir tout seul. C'est une mentalité pour le coup. C'est une mentalité. Et je ne recommanderais pas ça à qui que ce soit dans le sens où aujourd'hui, on a des formations, je parle pour la mienne ou je parle pour même d'autres confrères qui font des formations. Aujourd'hui, on a des formations de qualité à des prix qui sont vraiment très faibles et qui vous font économiser 1 an, 2 ans, 3 ans de connaissances et de trading. Moi, les 4 ans que j'ai mis à être rentable, je pense qu'avec une formation, je n'aurais mis peut-être une seule. Voilà, ça m'a pris 4 ans pour bien comprendre qu'est-ce que je fais et ça m'a pris encore quelques années, comme encore aujourd'hui, où j'apprends encore et encore à peaufiner ma méthode et même dans 30 ans, si je fais encore du trading, je l'espère, eh bien j'apprendrai encore et encore à peaufiner ma méthode. Si vous attendez vraiment à un moment où vous allez vous dire « Ah, c'est bon, je sais comment trader maintenant, c'est fini », il n'y a pas ce déclic-là en fait, il n'y a pas ce moment. Il y a juste des déclics qui font que « Ah tiens, j'ai fait ça pendant un certain temps », je sais d'où vient mon erreur et on corrige son erreur. Et à chaque fois, on élimine ou on corrige des erreurs encore et encore et encore. Mais il n'y a pas un moment où vous dites c'est bon, je suis rentable, c'est terminé, le trading, je l'ai fait. Ça n'existe pas. On est toujours dans l'apprentissage constant, que vous soyez à mon niveau à 8 ans d'expérience, que vous soyez à 20 ans d'expérience, à 40 ans d'expérience, il y a toujours du nouveau. Chaque journée de trading est nouvelle et ne se ressemble quasiment jamais. Donc c'est pour ça qu'on apprend constamment des marchés financiers. Qui l'aurait cru qu'on aurait aujourd'hui une pandémie mondiale? Personne n'est prêt, même après 50 ans d'expérience en trading, personne n'était prêt à cela. Donc vous voyez, il faut toujours se remettre, encore une fois, au goût du jour, à ce qui se passe dans l'actualité. Une question aussi de Paul, que conseillerais-tu à un jeune motivé après le bac, par exemple, qui veut se lancer à fond dans le trading? Alors honnêtement, je vais vous répondre vraiment, toujours de la façon la plus honnête. Pour moi, le trading, il est intéressant de le faire en complément d'activité dans un premier temps. C'est important parce que le trading, c'est quelque chose qui n'est pas du tout stable et fixe. Quand vous allez réussir à être rentable, clairement, ça va être le début d'une grande aventure pour vous. Et plus votre capital va augmenter, et plus vous allez pouvoir générer du capital. En attendant, comme je vous ai dit, 4 ans d'expérience, c'est 4 ans d'expérience. C'est énormément de temps sur lequel il vous faut quand même de l'argent de côté pour vivre. Moi, honnêtement, ce que je conseillerais donc, c'est
d'avoir un travail à côté et tout le temps en plus que vous avez à consacrer en fait à votre trading, eh bien vous le mettez 100% focus là-dessus. C'est pour moi qui est quand même un conseil qui est raisonnable parce qu'encore une fois, on peut tout gagner comme tout perdre. Il y en a beaucoup qui veulent vraiment se lancer dans le trading, qui s'imaginent déjà gagner des milliers et des cents. Ça a été mon cas au début. Pour vous dire, je pense que je l'ai déjà dit sur cette chaîne, quand j'ai commencé mon trading les deux premières semaines, j'avais une photo d'une Porsche sur le côté du mur et je m'étais dit dans un mois, si je suis pas trop con, je pourrais à partir de 300 € acheter une Porsche. Les gars, ça marche pas comme ça et vous croyez-moi que je l'ai appris à mes dépens. Donc vraiment, je pense clairement, et j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube sur est-ce qu'il faut quitter son travail pour faire du trading et ça s'appliquera peut-être à ce genre de questions. Honnêtement, je pense que tout le temps libre que tu peux y passer, passe-le à apprendre les bases du trading, passe-le à comprendre comment tu peux trader, passe-le à savoir quel style de trading, intraday, swing, scalping, etc. est plus intéressant pour toi au lieu de tout quitter pour le trading. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Ce que je conseille, j'ai beaucoup d'étudiants qui sont actuellement par exemple au chômage et qui font du trading en même temps. Je trouve que c'est une superbe idée et ça c'est fait pour ça finalement le chômage en France. On a cette immense chance en France d'avoir la possibilité de changer d'emploi en étant payé, ce qui est vraiment ce qui n'existe quasiment dans aucun pays. Alors le plus intéressant, c'est d'avoir toujours une sécurité financière. Donc si vous avez quitté votre travail actuellement et que vous êtes en reconversion, le chômage est vraiment la bonne idée pour pouvoir avoir une sécurité et en même temps faire du trading, ou alors justement avoir un travail à côté à mi-temps, voire en plein temps, et en même temps consacrer tout votre temps libre à votre trading. Autre question de la part de Clément, bonjour, heureux ton retour, merci à toi. Deux questions pour toi. La première, que penses-tu des sociétés fournisseurs de fonds tels que FTMO? Et la seconde concernant la fiscalité. Sous quel statut es-tu et dans quel pays, si ce n'est pas indiscret, face à la fiscalité française? Quel conseil? Très bonne question sur la fiscalité. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de personnes qui se posent ce genre de questions par rapport à la fiscalité. Quelle est la meilleure fiscalité? Est-ce que c'est intéressant de même quitter la France, etc. Je vais y répondre dans cette question. Alors première question déjà, les fournisseurs de fonds, j'en connais pas énormément, je pourrais pas m'exprimer plus parce que je suis pas connaisseur de ce genre de sujet. Je sais qu'il y a beaucoup de sociétés qui font, si vous voulez, des sortes de concours, et si tu es rentable, en fait, ils te passent un capital. Tu as aussi d'autres fournisseurs sur lesquels moi j'ai commencé, Zulu Trade. J'ai réussi à réunir quasiment 200 000 $ de portefeuille client. C'est ça qui m'a permis aussi de devenir numéro 1 français sur la plateforme. Il y a aussi des sites comme DarwinX qui sont super intéressants. Honnêtement, je trouve que c'est une bonne chose quand tu es rentable et quand tu as des connaissances d'avoir la possibilité de gérer des fonds, donc d'avoir un capital plus important, générer des fonds pour des investisseurs et en même temps, toi, avoir ta commission. Donc, je trouve, alors FTMO, je ne connais pas. Pour connaître DarwinX, je trouve que c'est un super site. Zulu Trade, un peu moins. Je trouve que c'est une superbe solution quand tu es rentable d'avoir accès à des portefeuilles clients. Parce que on a, et on ne se rend pas compte aujourd'hui, et c'est ce que je dis à mes étudiants, j'ai beaucoup d'étudiants qui me disent, et même vous de votre côté, vous me dites, ouais, j'ai un petit capital, je ne vais jamais arriver à être rentable. Mais être rentable, qu'on ait un petit capital ou un grand capital, à part la différence psychologique, il n'y a aucune différence. Et quand vous êtes rentable, croyez-moi, il y a énormément de personnes qui demandent à investir leur argent, mais qui n'ont pas les compétences, qui n'ont soit pas assez d'argent pour investir dans l'immobilier, ou qui l'ont déjà fait, ou qui n'ont pas de compétences pour investir dans la bourse. Donc ils préfèrent confier cet argent-là à des traders sur des sites qui, eux, sont sécurisés, qui vont gérer la gestion de risque. Donc pour moi, c'est toujours ce que je dis, c'est t'occupe pas de la taille de ton capital, parce que le jour où tu seras rentable, t'inquiète pas qu'on va te harceler pour te confier de l'argent et justement générer du bénéfice. Donc honnêtement, je pense des bonnes choses de ce genre de site. Alors pas tous, attention, il faut faire attention, cherchez bien où ils sont régulés, cherchez bien avec quel courtier ils travaillent, etc. Bien évidemment, c'est important. Mais sur le papier, je vois que du positif. C'est vraiment connecter l'investisseur au trader et l'un apporte son argent, l'autre apporte son expertise. Et je pense que c'est une très bonne synergie qui est mise en place si bien sûr vous êtes rentable. La seconde question qui concerne la fiscalité. Alors je ne vais pas tourner autour du pot, moi fiscalement je suis en France. J'étais en France, j'ai hésité à repartir, donc j'ai vécu et j'ai grandi à Dubaï, j'ai hésité à repartir à Dubaï parce que fiscalité zéro. Je suis parti en Suisse, j'ai créé une entreprise en Suisse et c'était fiscalement plus intéressant. Au moment où j'ai créé mon entreprise en Suisse, finalement je suis revenu à Paris, donc j'ai même pas eu le temps de créer l'entreprise en Suisse, je suis revenu à Paris et là actuellement je suis en EIRL. J'étais en SASU en 2019, c'était vraiment un casse-tête complet. L'administration, c'est vraiment une vraie connerie.
Et là, je me suis mis en EURL. Alors, l'EURL, c'est quoi? C'est finalement le statut un peu plus intéressant du statut d'auto-entrepreneur. Le statut d'EURL, c'est vraiment ne pas dissocier l'entreprise et toi. Donc, c'est vraiment une entreprise individuelle, d'accord? Maintenant, c'est sûr, on va pas se voiler la face. Partir à l'étranger, c'est beaucoup plus rentable financièrement. Maintenant, c'est toujours ça la même chose. C'est pas parce que vous avez 0% de fiscalité que c'est plus rentable dans l'ensemble. Fiscalement, ce sera toujours rentable de partir de la France. En France, on se fait massacrer au niveau des charges, mais encore une fois, ça dépend ce que vous voulez. Je vois beaucoup de personnes qui disent « Ouais, t'es trader et t'es en France, c'est pas possible, etc. » C'est des conneries, ça veut rien dire. C'est juste que je me fais taxer plus que d'autres qui sont partis à l'étranger, à Dubaï, à Andorre, à Londres, à ceci, à cela. Et auquel cas, je vois pas des choses négatives. Moi, personnellement, j'ai d'autres projets et ces projets-là demandent que je sois en France, en fait. Et premièrement. Deuxièmement, j'aime la France en soi. J'ai eu beaucoup de moments dans ma vie où je l'ai quand même, en toute honnêteté, détesté. J'ai beaucoup détesté quand j'étais plus jeune la France. Et maintenant, je l'aime énormément parce qu'on a quand même un pays vraiment super intéressant. Oui, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de bâtons dans les roues pour être entrepreneur. Mais le problème, c'est que si tous les entrepreneurs quittent la France, on fait comment? On fait comment? Donc, fiscalement, c'est sûr, ça sera toujours plus intéressant de se battre de la France. Maintenant, si tu veux des conseils pour être trader, entrepreneur en France, bah, honnêtement, il n'y a pas plus bête. Apparemment, de ce que j'ai eu de certaines sources bien confirmées qui ont appelé directement l'URSSAF, maintenant, le statut d'auto-entrepreneur permet de faire du trading. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que vous n'allez pas avoir les démarches administratives lourdes et énormes et longues d'une vraie entreprise. Vous allez juste pouvoir créer une auto-entreprise. Une auto-entreprise, c'est une feuille sur Internet, vous l'envoyez et votre entreprise est créée. C'est très simple d'utilisation, c'est très simple de création, c'est très simple de dissolution. L'auto-entreprise, pour moi, c'est le meilleur statut en France. Mais c'est le plus pourri, dans un sens, de la part de l'administration. C'est le meilleur statut parce qu'il y a vraiment très peu de documents administratifs à fournir. En termes de charges, les charges, c'est de l'ordre de 24,5%, si je ne dis pas de bêtises, sur ce que vous gagnez. Donc, un quart de ce que vous gagnez, vous allez donner à l'État. Impôt sur la société, impôt sur le revenu, tout ça, c'est fixé dedans. Vous avez uniquement 25% à régler sur tout ce que vous allez gagner. Maintenant, si vous avez l'ACRE, l'ACRE, c'est l'aide aux nouveaux personnes qui créent les entreprises. Donc, si vous n'avez jamais créé une entreprise, vous avez moins de 25 ans par exemple, ou moins de 30 ans, vous pouvez demander l'ACRE. Et l'ACRE, les 2 premières années, aujourd'hui, ça a été changé avec Macron, c'est 11% de charges mensuelles. Par exemple, vous gagnez 1000 € en trading, vous allez en donner donc 110 € à l'État. Donc, vous voyez qu'on est quand même fiscalement déjà plus intéressant. Et l'auto-entreprise, il y a un plafond. Ce plafond-là, eh bien ce plafond-là, il est à 34 000 € pour faire simple, 34 000 € annuels, ce qui correspond à 2 700 € mensuels. Donc quand vous gagnez moins de 2 700 € mensuels, vous êtes en auto-entreprise. Et si vous gagnez plus de 2 700 €, bah, vous pouvez vous mettre en EURL comme moi. Ça prend très peu de temps aussi à la création et il n'y a pas de plafond. Tout est assujetti à l'impôt sur le revenu. Donc fiscalement, c'est vrai qu'il y a eu quand même des efforts, je trouve, de la part de l'État. Le fait est qu'on peut être auto-entrepreneur maintenant en tant que trader. C'est une excellente nouvelle pour nous. Nous qui voulions depuis le temps un statut spécifique pour le trader, maintenant on a l'auto-entreprise qui correspond parfaitement à nos attentes et qui est quand même, en termes de taxes, beaucoup plus souple qu'une entreprise classique comme SASU où, par exemple, pour ma part, je me versais donc 2100 € de salaire mensuel avec une fiche de salaire, etc. Et je devais donner 2500 € à l'État. Donc en gros, mon salaire sur 2100, mon salaire me coûtait 4600 et quelques euros. Donc voilà, on n'est pas sur des charges à 100-110%. Là, on est sur des charges à 11% pour ceux qui ont la demande d'aide et 25% pour ceux qui ne l'ont pas. Honnêtement, je trouve ça quand même raisonnable de donner un quart ou alors 10%, encore plus. Prochaine question, la question de Freddy. J'espère que vous allez bien, ça fait un moment qu'on ne vous a plus vu, c'est vrai, effectivement. J'arrive plus à avancer dans mes trades, mon capital ne décolle pas et ne descend non plus. J'ai été en fait assez absent sur le marché, que maintenant j'ai plus aussi la patience et les habitudes psychologiques que j'avais avant. Que feriez-vous à ma place? Alors, je sais que beaucoup d'entre vous se trouvent aussi peut-être dans cette situation. Déjà, point très positif, c'est que tu ne perds pas. Ça, tu l'as noté, c'est-à-dire que tu ne perds pas. C'est-à-dire que ta courbe est stable, régulière, mais dans le neutre. Premier élément, et j'ai toujours dit ça, c'est ça sert à rien de chercher à être rentable si vous êtes perdant.
Premier élément quand on veut chercher à être rentable, c'est d'arrêter de perdre. On ne va pas chercher à être gagnant, on va chercher à être neutre. Ça, pour moi, c'est le premier niveau. Avant de devenir rentable, il faut chercher à devenir neutre, à stagner. Ce qui est donc aujourd'hui le cas donc, de Freddy dans sa question. Deuxième étape maintenant, quand on est stable, eh bien on cherche à devenir rentable. Alors, pas mal de choses à dire là-dessus. Premier élément, et c'est une question que je poserai donc à ceux qui sont dans cette situation, est-ce que le matin ou à chaque début de séance, vous faites un plan? Est-ce que vous allez analyser vos marchés? Est-ce que vous allez regarder quelles sont les opportunités intéressantes? Est-ce que vous placez des alertes pour être averti de quand il se passe quelque chose d'intéressant? Est-ce que clairement vous prévoyez vos actions à l'avance? C'est une question qui est importante parce que pour moi, le trading a changé à partir du moment où j'ai compris qu'il fallait vraiment avoir un plan d'action et ne pas directement à sec attaquer les marchés. Pour plusieurs d'entre vous, ça peut paraître bête parce que vous le faites déjà. Pour d'autres qui ne le font pas, ça peut paraître fou parce qu'on ne peut pas prévoir ses actions. Je vous le garantis, prévoir ses actions à l'avance, c'est extrêmement important. Si vous regardez derrière moi, par exemple, vous allez voir, ici c'est le marché donc, du Dow Jones sur le Wall Street au comptant. Par exemple, sur le Dow Jones, je vais me dire, ok, là actuellement le Dow Jones il est à 27 660 points, je vais acheter le marché ou m'intéresser au marché à partir du moment où il va attaquer les 28 000 points. Je pose une alerte et j'attends. Ça, c'est une différence entre me dire ça, faire un plan et aller directement sur les marchés et me dire qu'est-ce que je peux faire maintenant. Et ça laisse place à beaucoup d'impulsivité. Donc premier élément, est-ce que tu fais ton plan du jour? Est-ce que tu fais un plan détaillé sur qu'est-ce qui se passe dans la macro? Est-ce qu'il y a des annonces économiques dans la journée? Et troisième point, quelle est la situation de mon marché? Deuxième question que je te poserai, c'est est-ce que tu filtres la tendance quand tu trades? Une erreur que beaucoup font, c'est de faire de la contre-tendance lorsqu'ils n'ont pas les outils nécessaires, psychologiques, matériels, tout ce que vous voulez. Ils n'ont pas les outils nécessaires pour faire de la contre-tendance. Faire de la contre-tendance, ça demande de l'expérience. C'est ce que je dis à tous mes étudiants. Et c'est pour ça que dans la nouvelle formation, il y a deux stratégies différentes, une pour les débutants et une pour les experts. La stratégie débutante, c'est une stratégie qui est uniquement basée sur de la tendance, sur de la convergence. Pour moi, on ne peut pas attaquer directement de la contre-tendance parce qu'on n'a pas les outils, encore une fois, nécessaires. On n'a pas emmagasiné assez visuellement de graphiques. On n'a pas bouffé encore assez de graphiques pour comprendre comment ça fonctionne en contre-tendance. Donc ma dernière question, c'est ça, c'est est-ce que tu places de ton temps à analyser la tendance? Vidéo très bête, sur ma chaîne YouTube, tu trouveras des vidéos qui parlent de convergence et comment justement trader la convergence. Je parle notamment des 4 moyennes mobiles 100, 300, 600 et 1000 qui sont pour moi des super moyennes mobiles, un très bon combo en tout cas. Je parle notamment de la moyenne mobile 100 exponentielle et du point pivot journalier qui est pour moi un combo encore plus extraordinaire. Ça, ce sont deux outils que je mets à disposition gratuitement sur ma chaîne YouTube et qui, moi, m'ont permis de vraiment littéralement tout changer de mon trading. Alors, je ne vais pas utiliser que ça dans mon trading aujourd'hui, j'utilise beaucoup plus de choses, mais ça m'a permis, en tout cas à un certain moment dans mon expérience de trader, de vraiment me dire, ok, ce que j'ai fait jusque-là, c'était vraiment nul, c'était pas assez approfondi, j'allais pas chercher le vrai bout de marché qui me rendrait rentable. Trader uniquement la convergence, c'est vraiment ce qui m'a permis de mieux comprendre comment je devais trader. Et quand j'ai compris comment trader la convergence, c'est là que je me suis intéressé à la contre-tendance et c'est là que j'ai maîtrisé les deux. Mais avant toute chose, est-ce que tu maîtrises la convergence? Ça peut paraître bête, mais trader uniquement la convergence, trader uniquement les phases où pour moi on est le plus facilement rentable, ça s'avère plus payant dans un premier temps pour ensuite apprendre la contre-tendance. Une question de Axel qui nous dit je souhaite savoir pourquoi vous ne tradez pas le Forex. Très bonne question. Alors, c'est pas que je trade pas le Forex, c'est que je trade peu le Forex. Quand tu découvres la puissance des indices, notamment le DAX, honnêtement, tu n'as plus envie d'aller chercher du Forex. Pourquoi? Parce que le DAX, encore une fois, il a des mouvements qui sont extrêmement intéressants. Le DAX, en fait, sa particularité, c'est que je trouve que d'un point de vue analyse technique, il est beaucoup plus pertinent qu'un marché sur du Forex. Le Forex, étant donné que ça code 24 heures sur 24, tu as beaucoup de choses qui se passent tout au long de la journée, de la nuit, etc. Le DAX, bien qu'il code quand même la nuit sur les cotations futures, il va quand même se passer le gros du moment, le gros du mouvement, ça se passe dans la journée. Le fait est que tu aies une ouverture européenne des marchés actions à 9 h, une ouverture des marchés américains à 15h30, ça donne un boost sur les marchés et tu sais qu'à ce moment-là, tous les opérateurs sont présents sur les marchés. Le Forex, c'est un peu plus délicat parce que je trouve que l'analyse technique est beaucoup plus dure. Il y a énormément de mouvements
où j'ai été vraiment très surpris de me dire mais qu'est-ce que c'est que ces mouvements? Je trouve honnêtement que voilà, les indices sont beaucoup plus simples à la lecture graphique et c'est pour ça que j'ai mis de côté le forex. Ça ne veut pas dire que je ne les trade pas, ça m'arrive de les trader parce que ça me réussit encore, mais je les mets plus de côté et je mets une attention plus particulière sur le marché des indices, notamment donc le DAX et aussi le Dow pour le marché américain. Question de Mouter qui nous dit tu penses quoi de 12% de gains par mois en bourse? Plus exactement, je voulais dire, est-ce que c'est faisable facilement ou c'est difficile ou bien c'est la moyenne? C'est simple à vrai dire, j'aimerais bien avoir une réponse s'il te plaît, merci, bonne journée. Alors, merci à toi pour cette question. La question en gros c'est est-ce que 12% de gains en trading mensuel, ça se fait régulièrement? Finalement c'est ça ta question, je vais la résumer au plus simple. Ça va dépendre bien sûr de ton risque, hein, c'est normal. Si tu trades à 3% de risque de ton capital, 3% ça veut dire que tu as juste à faire 4 gains dans le mois et tu as donc 12%. Donc en soi, c'est assez variable. Maintenant, si on doit parler d'une gestion de risque stricte, c'est-à-dire 1% grand max de risque sur tes positions, 12% ça va être un petit peu plus délicat. Si tu as énormément d'expérience, c'est-à-dire 3, 4, 5 ans d'expérience derrière toi, tu fais de l'intraday et que tu as quand même déjà un bon vécu sur les marchés, 12% ça se fait. Je ne dirais pas dire que c'est une moyenne. Si je devais dire combien ce serait la moyenne en termes de gains, je dirais 5-6%. Je trouve déjà que si quelqu'un fait 5-6% de gains mensuels régulièrement, je dis bien régulièrement, c'est-à-dire pas tous les mois non plus, mais très souvent tous les mois, parce qu'il faut, malheureusement, il y a des moments de perte, c'était déjà parmi les meilleurs traders. Donc honnêtement, 12% avec une gestion de risque stricte, ça se fait quand même plus ou moins difficilement. Je veux décourager personne là-dessus. J'ai toujours insisté sur le fait que le plus important c'est la régularité et pas la performance. Moi honnêtement, si je fais 4% mensuel à la fin de l'année, c'est-à-dire 60% avec l'effet cumulé, 60% annuel sur une année, croyez-moi, encore une fois comme je l'ai dit dans la réponse précédente, si vous avez 60% de gains réguliers par an, mais on va vous arracher pour vous donner de l'argent pour investir. Donc la question en soi, vous voyez, elle est un petit peu biaisée. Maintenant, 12%, ça peut se faire, mais je ne pense pas que ça soit tous les mois comme ça. Ça dépendra bien sûr beaucoup de ta gestion du risque. Question de Niels qui nous dit comment faire la différence entre persévérance et acharnement. Même si je suis étudiant ICT, ça fait plaisir de te revoir sur YouTube également. Mais merci à toi et c'est une bonne question. La différence entre persévérance et acharnement. La persévérance, c'est ne jamais en gros abandonner ce que tu fais juste attendre que tu aies réussi ou tu aies raison. L'acharnement, ça peut être vu, moi je le vois en tout cas comme limite quelque chose de négatif. En tout cas, ça me renvoie comme quelque chose de négatif parce que l'acharnement pour moi, c'est même si tu vois du résultat négatif, tu continues quand tu continues. Maintenant, même quand tu as de l'échec, il faut quand même toujours continuer jusqu'à atteindre ton objectif. C'est une très bonne question et moi-même, je n'aurais pas la réponse là-dessus, mais je souhaitais quand même en parler parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de complémentarité dans l'acharnement et de la persévérance, d'arriver à avoir un juste milieu. Un juste milieu entre la persévérance, c'est-à-dire continuer à apprendre de ton expérience sur les sites, sur les forums qu'on vient de dire tout à l'heure. Et il faut un juste milieu aussi avec l'acharnement. L'acharnement, quand tu as une série de pertes, c'est très négatif pour toi. Et il faut au bout d'un moment arrêter et limiter la casse. Il faut savoir être persévérant à continuer à trader, mais en même temps, il ne faut pas autant s'acharner pour creuser sa tombe par rapport à son capital. Donc, je pense qu'il y a vraiment un juste milieu à adopter pour avoir une bonne complémentarité justement dans ces deux choses-là. Question de Sierram qui nous dit bon retour à toi. Il y a une question à laquelle je ne trouve pas de réponse jusqu'à présent. J'espère vivement avoir de la satisfaction avec toi. En swing trading, après une prise de position, comment fait-on matériellement pour garder sa position en cas de panne due à une coupure d'électricité ou à une défaillance de la connexion internet ou pire, d'une panne de l'ordinateur? Bref, l'ordinateur doit-il toujours rester actif pour garder sa position sur du long terme? Alors peut-être que certains vont rigoler, il n'y a pas de questions bêtes, il y a toujours des questions avec des solutions et des bonnes réponses. La réponse elle est très simple, t'inquiète pas, chill, t'en fais pas, parce qu'en fait c'est aussi simple que ça. En fait, peu importe ce que tu fais avec ton ordinateur, ton trade il est exécuté sur le serveur du courtier. Donc que tu clôtures ton ordinateur, que tu fermes ta plateforme, peu importe ce qui se passe, ton trade est toujours sur ton compte. Tu peux très bien suivre ton trade sur ton téléphone, le prendre sur ton ordinateur,
aller le suivre sur ton iPad, etc., etc. Donc aucun souci là-dessus, quand ton ordinateur est débranché ou peu importe s'il est déconnecté, ton trade reste sur ta plateforme. Tu n'as pas à te soucier là-dessus. Et si tu es hésitant par rapport à cette réponse, eh bien fais le test toi-même, hein, bien évidemment. Imagine si tout le monde devait rester devant son écran pour garder son trade, il n'y aurait que des zombies avec des grands cernes ici, ça serait vraiment la merde. Donc non, heureusement, ça a toujours, je pense, toujours été comme ça, hein, jusqu'à preuve du contraire, ça a toujours été comme si tu fermes ton ordinateur, ça reste sur ton serveur. Donc très très bonne nouvelle pour toi en tout cas, et pour ceux qui se posent la question. Safa qui nous pose la question, quel pays conseilles-tu pour avoir une bonne fiscalité et bien vivre dans le cas où on voudrait s'expatrier? Très bonne question, on en a parlé juste avant. Alors, quel pays je conseillerais? Moi, je vais être très biaisé, forcément, je vais vous dire Dubaï, parce que je viens de là, donc Dubaï 1000%. Maintenant, Dubaï, ça demande quand même un certain capital, dans le sens où il y a quand même des dépenses à avoir. L'immobilier à Dubaï n'est pas donné, c'est plus cher que Paris. Hein, que je vous dise pas n'importe quoi, c'est plus cher que Paris. Donc, si tu as les moyens, clairement, fonce à Dubaï, fonce là-bas. Le train de vie, le cadre de vie, la sécurité, tout est parfait. Maintenant, si tu as un capital moins important, c'est un peu plus compliqué pour moi de te répondre. En termes de fiscalité, j'allais te dire la Suisse aussi, mais fiscalement, c'est très intéressant, mais l'immobilier, c'est encore pire. Fiscalement, après, tu as tout ce qui est pays Thaïlande, par exemple, mais il faut aimer à la Thaïlande. Le seul pays qui va être limite, je dis bien limite abordable, ça va être aussi Londres. Londres, il y a possibilité d'avoir des créations de sociétés un peu offshore et donc de bénéficier de 0% d'imposition. Maintenant, Londres aussi est une ville qui est assez chère. Si tu t'excentres de Londres ou tu vas dans d'autres villes que Londres, peut-être que tu peux arriver à faire quelque chose de plus intéressant. Voilà, c'est les 3 villes en tout cas que je recommanderais. Après, d'autres pays à 0%, tu as Malte, tu as les îles comme les îles Saint-Vincent, les Grenadines, tu as Chypre, tu vas avoir les Seychelles, tu vas avoir... il y a plein de petites îles comme ça, mais c'est tellement loin que est-ce que ça vaut vraiment le coup? Voilà, si vraiment tu as le choix et tu as le capital pour 100 000%, Dubaï, ça c'est clair et net. Question de Jitei, avec toutes ces années d'expérience, pourrais-tu nous dire quelle façon de trader préfères-tu? Swing trading, intraday, scalping, laquelle a un bon compromis entre temps, énergie dépensée et gain? Et aussi combien de pourcentage tu fais en moyenne par mois? Merci d'avance. Alors, clairement pour moi la façon de trader la plus intéressante ça a été l'intraday et le swing trading. J'ai pas fait beaucoup de swing trading. Le scalping ça a toujours été un point noir pour moi. J'y arrive pas, clairement, on va pas se lâcher. Le scalping j'y arrive pas. Quand il s'agit de prendre un point ou deux sur les marchés, j'ai toujours beaucoup de mal. J'aime peut-être juste pas le scalping. Après tout, quand je fais du scalping à ma sauce, c'est je prends 20 points. Donc c'est pas du scalping, je l'appelle du scalping parce que c'est mon truc, mais c'est pas du scalping en soi. Donc le scalping personnellement, pour moi c'est un des styles de trading les plus difficiles parce que c'est un style de trading où il faut énormément d'expérience. Donc je le mets automatiquement le scalping de côté. Le swing trading c'est super intéressant quand on veut consacrer peu de temps en fait sur les marchés financiers et qu'on veut vraiment avoir un trading un peu pépouse, c'est-à-dire qu'on va consacrer 2-3 heures de son temps par semaine en swing, c'est possible. Par contre, en termes de rentabilité, pour être beaucoup plus rentable, je trouve qu'il faut un plus gros capital. Même si on peut quand même y arriver en swing trading, moi personnellement, le style de trading que j'aime le plus, c'est l'intraday. Pourquoi l'intraday? Parce que j'aime savoir si j'ai raison ou pas assez rapidement et donc clôturer mes journées assez rapidement. De cette manière-là, en fait, je peux consacrer toutes les matinées à mon trading et l'après-midi à l'école ou à moi-même, au sport, etc. Donc honnêtement, l'intraday, ça a toujours été mon style de trading privilégié. Maintenant, si toi, ton but, c'est quand même de générer, investir de l'argent en bourse, mais sans pour autant consacrer 10 heures par jour au trading, c'est vrai que le swing trading est clairement pour moi un très bon juste milieu et permet d'avoir une approche sur les marchés financiers sans avoir la contrainte du temps. Concernant ma performance, en termes de performance, comme je disais tout à l'heure sur la précédente question, je tourne entre 4 et 6% mensuels sur mon trading. Alors, ce n'est pas les performances que je faisais avant. Pourquoi? Parce que tout simplement, maintenant avec l'école, avec les projets que j'ai à côté, ça me prend énormément de temps et du coup, je consacre moins de temps au trading. Je vais consacrer surtout mes matinées, donc je vais moins m'exposer, je vais avoir moins de temps à consacrer au trading. Mais encore une fois, mon objectif, c'est 60% annuel. J'estime que 60% annuel, c'est déjà énorme. C'est énorme. Donc voilà, objectif 4 à 6% mensuel.
Bien évidemment, il y a des mois où je peux faire moins, il y a des mois où je peux faire plus, ça reste une moyenne. Pascal qui nous dit, tu parles toujours de convergence dans tes vidéos de trading. Est-ce que tu l'as appliqué et tu l'appliques toujours? Est-ce que ce système ou méthode présente la majorité de ta performance de trading? Merci d'avance pour ta réponse. Alors, bien évidemment, aujourd'hui encore, j'utilise la convergence, clairement. En gros, ce qu'il faut que vous compreniez vraiment, c'est qu'un trader n'a pas une seule stratégie. Un trader a un ensemble, a un panier, a un portefeuille de stratégies. C'est comme un robot de trading. Un robot de trading seul ne sera jamais performant sur du long terme. C'est mon avis. Le plus performant dans un trading algorithmique, c'est un portefeuille de robots qui va pouvoir s'adapter en fonction du marché. Un robot qui trade les ranges, un robot qui trade la tendance, un robot qui trade les retournements, etc. etc. Et bien, clairement, moi, ça va être la même chose. Quand on a un marché en tendance, je vais trader avec ma stratégie de tendance. Quand on a un marché en retournement ou en range, je vais trader avec une stratégie de retournement ou de range. Donc, j'adapte en fait ma stratégie en fonction du marché. Maintenant, bien sûr, ça ne représente pas forcément la majorité de mes trades, le trading en tendance, puisque d'après les statistiques que j'ai vues depuis un bon nombre d'années maintenant, on est en moyenne, bien sûr je dis bien, c'est une moyenne, 1 jour sur 2 en tendance. Voilà, sur le DAX, 1 jour sur 2 nous sommes en tendance. Alors c'est pas un jour tous les... voilà comme ça, c'est plutôt une semaine de tendance, puis 4 jours de range, puis ensuite 2 semaines de tendance, 2-3 semaines de range, etc. Mais la globalité, c'est qu'en un mois, on a 1 jour sur 2 de range. Donc finalement, ça ne représente pas la majorité, je dirais même ça s'équilibre finalement, c'est du 50-50. Prochaine question de Ouzo Aren qui nous dit « Je suis débutant 1 mois de trading, je voulais savoir par quoi commencer, si vous avez une formation pour débutants. » Alors oui, ça tombe bien, je vais relancer très prochainement de nouveau mon initiation en 40 vidéos pour apprendre le trading de A à Z totalement gratuitement. Cette fois-ci, vous aurez l'occasion de la rejoindre. En attendant que cette formation, cette initiation revienne à la surface et soit de nouveau disponible, je ne peux que te conseiller de regarder mes dernières vidéos de trading. Les vidéos sur les 3 épisodes que j'ai fait sur comment trader une tendance, comment suivre une bonne gestion de risque. Ce sont 3 vidéos qui sont pour moi très pertinentes et qui pourront, je pense, énormément t'aider dans ton trading. Prochaine question de Frédéric. Salut Brahim, content de te revoir. Voici ma proposition de question. Te serait-il possible de faire une ou plusieurs vidéos sur le thème faire grossir très progressivement son portefeuille à partir de 300 € en scalping sans se faire déboîter par les frais de commission des brokers et sans miser plus de 3,5 à 5% par position, stop loss comprise. Alors, premièrement, scalping non, déjà parce que c'est pas mon domaine, je ne fais pas de scalping. Si le scalping t'intéresse, je t'invite à aller voir, te former par une autre personne que moi. Pour le coup, le scalping, je l'ai dit dans une question présente, ce n'est pas mes choses. Moi, c'est plutôt un trade et swing. Maintenant, la question est très intéressante et ça tombe bien. Pourquoi? Parce que je vous l'annonce, je veux clairement passer sur un contenu vlog. L'idée dans les prochains mois sur cette chaîne YouTube, c'est que vous allez voir beaucoup plus de live trading. Vous allez finalement voir du vlog trading. L'idée, c'est de se donner des challenges. Commencer avec un capital, par exemple, de 1 000 € et d'essayer d'aller à 10 000 € le plus rapidement possible. Toujours, bien sûr, en sécurité. L'idée, c'est d'avoir un contenu qui va vous permettre de comprendre qu'est-ce qu'est la vraie journée d'un trader. Il y a beaucoup de fantasmes et de mythes sur c'est quoi la journée d'un trader. Beaucoup de personnes s'imaginent qu'il faut être fort en maths, que ça demande trop de temps pour faire du trading, etc. Quand on a un trading qui est carré, c'est-à-dire bien formaté, un plan du jour, prévoir ses actions à l'avance, le trading peut se faire en une matinée. Tout dépend de combien de temps vous voulez consacrer à votre trading. Bien sûr, les performances vont en pâtir en fonction de combien de temps vous allez y consacrer. Mais encore une fois, il faut un juste milieu. Je rappelle qu'on trade pour être libre, on ne trade pas pour être 50 heures par semaine devant son écran. Donc, c'est une très bonne question parce que justement, c'est l'idée des thématiques que je vais faire sur mes vidéos, c'est du vlog. Donc le vlog, c'est quoi? C'est filmer sa journée. Et je ne vais pas vous filmer pour l'instant ma journée lifestyle, oh là là, je roule en Lamborghini, etc. Ce n'est pas le cas, même si c'était le cas, ce n'est pas mon objectif de vous le montrer. Par contre, oui, je vais vous filmer mes journées de trading pour vous faire comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais le matin, comment je prépare ma mise en place, comment je prépare ma journée de trading, qu'est-ce que je fais en débrief, combien je gagne, etc., etc. Donc ça va venir très bientôt. C'est pour ça que vous devez rester absolument connecté à cette chaîne pour suivre l'actualité. Question de Tatu qui nous dit: quel aspect psychologique as-tu travaillé le plus ces dernières années? Sans aucun doute, ça a été la patience. Sans aucun doute, l'impatience. Pour moi, c'est
vraiment le point noir de tout trader, c'est l'impatience. L'impatience de vraiment vouloir trader tout le temps. C'est clairement un défaut qu'on a tous, et c'est normal, c'est un défaut humain, c'est clairement un défaut qu'on a tous qui nuit énormément à notre trading. Pour moi, l'impatience a été quelque chose sur laquelle il a fallu que j'ai énormément travaillé, et encore aujourd'hui, je dois encore travailler là-dessus. L'impatience, j'ai réussi à la maîtriser grâce au fait d'avoir fait des plans le matin. Quand je commence mon trading, je prépare 1 heure de mon côté sans trader, à comprendre qu'est-ce qui se passe, à faire l'analyse technique, à voir l'actualité, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vraiment, l'aspect psychologie, c'est vraiment l'impatience que j'ai dû vraiment contrôler, maîtriser, essayer vraiment de travailler énormément dessus. Et c'est dur, honnêtement c'est dur. Travailler sur soi-même, c'est compliqué. Mais avec de la volonté, on peut vraiment arriver à tout. La question de Gaëtan qui nous dit bon retour sur YouTube. Est-ce que tu comptes refaire du présentiel, donc des masterclass comme je faisais avant, ou bien ce n'est pas prévu pour le moment? C'est vraiment le feu de pouvoir partager, de pouvoir échanger avec d'autres passionnés en réel. Alors effectivement, c'est vrai, totalement. C'est vrai que Oxgan, donc Gaëtan, qui est lui-même venu aussi en masterclass sur Angers l'année dernière, j'ai fait beaucoup de sessions de formation physique avec des diplômes, pas reconnus par l'État bien sûr, mais des diplômes entre nous, par fierté. J'ai eu beaucoup d'agréables souvenirs d'avoir accueilli des étudiants à Angers, d'avoir fait de la formation en présentiel, donc c'était vraiment top. Maintenant, ce n'est pas le cas pour l'instant. Pourquoi? Regardons autour de nous, le Covid, c'est très compliqué en ce moment avec le Covid d'organiser des choses. Maintenant, c'est toujours une volonté de le faire. Alors, ce que je peux vous dire par rapport aux masterclass, c'est que les masterclass dans le format que je l'ai fait, ça ne sera plus le cas, d'accord, avant un bon bout de temps. Maintenant, moi, ce que je veux faire, c'est un truc encore plus intéressant. Parce que finalement, la masterclass, c'était quoi? C'était moi qui vous accueillais à mon bureau et qui vous faisait partager mes connaissances. Mais j'avais l'impression de ne pas profiter, moi aussi, du fait qu'on fasse une masterclass. En fait, quitte à se réunir dans un endroit, autant que ça soit ailleurs que dans mon bureau. Finalement, je me suis dit, quitte à vraiment faire une semaine ensemble de formation, autant que ça soit profitable pour moi de la faire dans un pays limite que je connais pas, dans un endroit, dans une salle de marché, dans une salle de réunion, et qu'on puisse passer une semaine dans une salle, dans un espace de trading, dans un espace de coworking, ou même dans une villa qu'on va louer ensemble, pour partager une semaine vraiment ensemble, semaine trading et une semaine de profiter d'avoir une piscine dans une maison, d'avoir une belle ville dans laquelle visiter. Bref, le format de masterclass, comme vous l'avez connu en tout cas avant, n'existera plus avant quelques années, tant que je ne reviens pas sur Angers. Quand je reviendrai sur Angers, ça changera. Par contre, le format masterclass, oui, c'est clairement quelque chose que j'ai prévu et que j'attends avec le Covid. Et quand ça sera le cas, je vous en parlerai clairement parce que c'est quelque chose qui me manque de pouvoir interagir avec vous, pouvoir discuter, trader ensemble. C'est vraiment, j'ai eu beaucoup de très bons souvenirs et clairement, je veux bien sûr le faire à nouveau. Voilà pour les questions que vous m'avez posées. Merci encore une fois à vous d'avoir participé. Vous voyez qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent de manière générale. Les questions qui reviennent le plus souvent, je trouve, c'est comment débuter en trading et comment progressivement augmenter son capital qui, dans l'ensemble, est plutôt faible. On parle de 300, 500 000 euros de capital. Et la deuxième question, c'est l'aspect fiscalité. J'espère vous avoir répondu sur l'aspect fiscal. Je vais en faire une vidéo, je vais en faire vraiment une vidéo, un de ces quatre, sur la fiscalité. Mais encore aujourd'hui, on a la chance de pouvoir faire de l'auto-entreprise, de la fiscalité, et ça, c'est une très bonne nouvelle. Si vous avez aimé cette vidéo FAQ et que vous avez des questions encore, n'hésitez pas à les poser juste dans les commentaires. Je vais essayer de répondre à un maximum d'entre vous. Et si vous avez envie de revoir du nouveau contenu, de la formation, du live trading, surtout à partager avec vous, abonnez-vous à cette chaîne ou juste restez connectés pour le prochain contenu. Ouverture de la formation à nouveau Liberty Trader. On se voit très prochainement sur cette chaîne ou sur l'espace formation. Ciao à tous et bon trade.